Mes chers confrères, je ne vais pas dire que vous avez plombé l'ambiance, mais nous n'en sommes pas loin. Alors, est-ce que je vais relever le niveau de manière plus joyeuse? Je n'en ai pas l'impression. Alors, quel rôle social pour quel huissier? C'est un sujet qui peut laisser rêveur, songeur, sinon même perplexe. Pour débuter ma réflexion, je me suis demandé quelle était aujourd'hui la perception que l'on se fait de l'huissier. Alors si l'on va voir dans les travaux préparatoires, on voit évidemment le législateur, toujours bienveillant à ce moment-là, présenter l'huissier comme un conciliateur social. Pour le sujet d'aujourd'hui, c'est magnifique. Et notre profession elle-même se plaît à nous présenter comme des médiateurs qui tentent de concilier des intérêts opposés. L'image, malheureusement, est tout autre si l'on se base non pas seulement sur des échos médiatiques, mais aussi sur la littérature professionnelle. Et là, le constat est plutôt sévère. Pour l'essentiel, j'ai relevé 4 critiques qui nous sont adressées. 1. Le travail de l'huissier est essentiellement mécanique, automatisé, alors que le coût de ses actes est devenu prohibitif, ce qui débouche rapidement sur une disproportion entre l'enjeu initial et le montant final réclamé. 2. Le tarif des huissiers excessivement complexe, manque de transparence et laisse place à des interprétations divergentes d'un huissier à l'autre, ce qui peut rapidement conduire à des excès, sinon à des dérives. 3. L'intervention cumulée de plusieurs huissiers de justice à charge d'un même débiteur est souvent cause de l'aggravation d'une situation d'endettement. 4. L'huissier de justice, enserré dans une dépendance économique, est vu avant tout comme le mercenaire du créancier, à tel point qu'il n'hésite pas à réclamer des clauses pénales et des intérêts moratoires manifestement abusifs. C'est dire que le rôle social de l'huissier est perçu comme une chimère que les pratiques contredisent. En se préoccupant tout à la fois du sort du débiteur et de celui de son créancier, l'huissier me paraît néanmoins pouvoir exercer un rôle social subsidiaire, restons modestes, à 6 niveaux. 1. Donner une information correcte aux justiciables. 2. Aider les personnes les plus précarisées à exercer leurs droits sociaux. 3. Devenir une sorte de filtre accélérateur pour rationaliser l'entrée dans la procédure de règlement collectif de dette. 4. Présenter une alternative crédible à la procédure de règlement collectif de dette en aménageant la procédure de saisie mobilière. 5. Éviter les procédures de recouvrement stériles, ce qui présuppose que l'huissier soit doté d'outils pour faire des investigations patrimoniales performantes. 6. Devenir le personnage central d'une procédure de recouvrement simplifiée à charge des consommateurs. Au travers de ces 6 thèmes, je vous propose donc d'entamer notre voyage introspectif. C'est ici que je me rends compte que je ne vous ai pas offert à temps les diapositives. Premier thème, mieux informer les justiciables. Le sujet n'est pas neuf et nous savons qu'à l'égal des autres professions juridiques, un réel effort d'intelligibilité s'impose à nous. Alors, ce n'est pas le lieu ici de faire de longs développements sur ce sujet, mais d'en appeler une mobilisation générale pour élaborer avec des conseils extérieurs avisés des modèles d'actes standardisés. Des actes standardisés qui, grâce à une uniformité, une clarté et un contenu, faciliteraient la compréhension. Par ailleurs, il est à mes yeux 2 moments fondamentaux qui doivent plus particulièrement retenir notre attention en matière d'intelligibilité. C'est évidemment celui de la citation et celui de la signification d'un titre exécutoire, car ces 2 moments conditionnent plus que tout autre le respect des droits de la défense. S'agissant de la citation, en consultant le droit européen, on a un guide tout fait. En effet, si on regarde le règlement européen portant création du titre exécutoire européen pour les créances incontestées, on constate que ce règlement prévoit l'obligation de mentionner dans l'acte introductif d'instance les éléments suivants. Les exigences de procédure à respecter pour contester, la date de l'audience et les coordonnées complètes de la juridiction devant laquelle comparaître, les modalités de comparution et éventuellement l'obligation d'être représenté par un avocat, les conséquences de la non-comparution, notamment la possibilité d'être condamné et d'avoir à subir une procédure d'exécution outre la charge des frais de justice.
Et on peut y ajouter, lorsque la demande concerne une créance impayée, la faculté qui est offerte au débiteur de solliciter du juge des délais de paiement. Tout récemment, par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que ces éléments constituaient des garanties minimales du respect des droits de la défense. En ce qui concerne la signification du titre exécutoire, sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est désormais bien établi en matière pénale que les garanties du procès équitable exigent d'informer la partie condamnée des délais et modalités des recours disponibles. La question est par contre controversée dans les autres matières, puisque tant la Cour européenne dans un arrêt du 23 mai 2016 que notre Cour de cassation elle-même dans un arrêt du 15 mai 2015 ont considéré que l'information sur les voies de recours, même si elle était hautement souhaitable, n'était pas une exigence pouvant être déduite de la notion de procès équitable. Difficile pourtant de concevoir que le respect des droits de la défense soit à géométrie variable selon la matière litigieuse. Par ailleurs, vouloir assumer un rôle social pourrait certainement se concrétiser ici si nous donnions cette information en toutes circonstances. À nouveau, pour le législateur européen, il y a nécessaire information à donner, mais qui n'est pas nécessairement à charge de celui-ci. En effet, toujours dans ce règlement en titre exécutoire européen, on constate que le législateur a prévu que cette information doit obligatoirement être mentionnée ou dans le jugement ou bien dans l'exploit de signification. Il me semble donc qu'une synergie entre les huissiers et les magistrats pourrait être profitable aux justiciables. J'en viens au deuxième thème. Aider les personnes les plus précarisées à exercer leurs droits sociaux. C'est montrer que nous ne sommes pas d'un seul côté et que nous pouvons aussi aider le débiteur et n'être pas seulement le bras armé du créancier. Nous sommes tous confrontés souvent à des cas malheureux, à des situations de détresse matérielle et morale. En pareil cas, il me semble que nous pouvons vérifier rapidement si nous n'avons pas affaire à une personne qui, par manque d'information ou par détresse, est restée en défaut d'activer un droit social auquel elle avait droit. Ne pas activer un droit social auquel on a droit, c'est évidemment augmenter sa paupérisation et c'est réduire les capacités de remboursement. Il me semble donc que nous aurions fort à nous informer davantage sur ces droits sociaux, à organiser des carrefours et des rencontres avec les organismes sociaux et à mettre en place des canaux de communication privilégiés pour au besoin aider à l'introduction de demandes d'octroi de droits sociaux qui n'a pas été activée. Troisième thème. Faire de l'huissier un filtre accélérateur dans la procédure de règlement collectif de dette. La procédure de règlement collectif de dette n'est pas exempte de toute critique. Lourdeur, lenteur et coût pour la collectivité. En me basant sur les statistiques des juridictions du travail et la centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique, 3 enseignements me semblent pouvoir en être retirés. 1. Près de la moitié des procédures de règlement collectif de dette s'enlisent et s'éternisent, ce qui génère des coûts sans bénéfice pour la personne surendettée et ses créanciers. 2. Le nombre cumulé de décisions de non-admissibilité et de révocation avoisine les 20%, ce qui est révélateur d'un nombre significatif de procédures introduites tantôt par fraude, tantôt à mauvais escient. 3. Un nombre tout aussi significatif de dossiers semble concerner des personnes complètement démunies pour lesquelles seule une remise totale de dette est envisageable. D'autre part, les rapports annuels relatifs au contrôle de la prise en charge des honoraires de médiateurs de dette révèlent d'importantes disparités entre arrondissements judiciaires. Le coût moyen d'un dossier de règlement collectif de dette peut aller du simple au double. Or, la procédure de règlement collectif de dette n'est pas économiquement neutre. Elle entraîne des pertes nettes pour les créanciers et génère des frais pour la collectivité, qu'il s'agisse tantôt de prendre en charge partiellement ou totalement les honoraires du médiateur de dette, ou encore les frais de procédure que doit supporter le ministère de la Justice. Tant dans un souci d'économie de procédure que pour éviter des procédures introduites avec fraude ou à mauvais escient, et pour permettre de traiter plus rapidement les cas imposant d'évidence une remise totale de dette, ne serait-il pas opportun
de confier aux huissiers de justice, en leur qualité d'officiers ministériels, la tâche de contrôler en amont la situation financière et patrimoniale des personnes demandant l'accès au règlement collectif de dette. On n'imagine pas en effet l'octroi d'un droit social sans une enquête patrimoniale préalable. Pourquoi doit-il en aller différemment pour l'admissibilité au règlement collectif de dette? Le rapport préalable de l'huissier permettrait d'éclairer le juge et les créanciers et d'orienter plus rapidement le traitement des demandes, singulièrement, comme je l'ai dit, celles relatives à des situations imposant manifestement l'octroi d'une remise totale de dette, sans qu'il soit alors nécessaire de désigner un médiateur de dette. Quatrième thème. Aménager la procédure de saisie-exécution mobilière pour en faire un instrument potentiel de négociation multipartite. Ce n'est un mystère pour personne, l'individualisation des poursuites peut avoir un effet pervers. L'empressement des créanciers à agir contre un même débiteur peut rapidement exposer celui-ci à des frais répétés dont l'accumulation peut devenir une des causes d'une situation de surendettement. Contrairement à la saisie à réexécution dont le produit sera inévitablement partagé entre créanciers en concours, et contrairement à la procédure immobilière qui impose une unité de procédure, la saisie-exécution mobilière est un moyen de persuasion individuelle. Lorsqu'il y a multiplication de saisies mobilières, parfois réalisées le même jour par le même huissier, à l'initiative de plusieurs créanciers, voire en certains cas du même créancier, il faut admettre qu'on peut tomber dans une situation indécente due à une accumulation excessive de frais d'exécution. En voici un. Les cours du travail de Liège et de Bruxelles ont d'ailleurs stigmatisé en certains cas l'attitude d'huissier qui, en raison de frais récurrents, sinon aveugles, poussait le débiteur vers une situation de surendettement durable. Par ailleurs, ce n'est certainement pas, à mes yeux, le mécanisme emblématique de la saisie immobilière rendue commune qui est de nature à améliorer les choses, que du contraire. Son coût n'est pas différent, en tout cas pas fondamentalement moindre d'une saisie normale, et ce mécanisme réduit à une formalité expéditive qui, en définitive, laisse peu de place à une négociation, peut vite conduire à une accumulation de frais et de jours de vente, ôtant tout espoir aux débiteurs de parvenir à un moratoire plus global. Comment juguler les excès auxquels nous sommes tous exposés si nous n'y prenons pas garde? Je ne pense pas qu'il faille imposer l'unité des poursuites en matière de saisie-exécution mobilière. Une rapide analyse de droit comparé révèle d'ailleurs que cette solution n'est pas suivie dans les autres États de l'Union. Le droit de poursuite individuel de chaque créancier semble unanimement prévaloir pour un motif d'efficacité. Il ne faudrait pas en effet instaurer une procédure trop longue ou trop lourde qui devienne tentaculaire. Or, c'est ce qui risquerait de se produire si les acomptes payés sur base d'une saisie immobilière unique étaient soumis à une procédure de répartition. Que faire alors? Sans avoir la prétention d'apporter une solution miraculeuse, j'avancerai quelques modestes pistes de réflexion. Première piste, toute saisie-exécution mobilière pourrait être dématérialisée et transmise sous forme numérique au fichier central des avis de saisie, où elle pourrait être gratuitement consultée et prise en copie par tout huissier mandaté par un autre créancier nanti d'un titre exécutoire. Tout créancier nouveau pourrait ainsi se faire une première idée de la nature, de la composition et de la valeur des objets précédemment saisis. Deuxième piste, il faut exploiter davantage le secret professionnel partagé et demander qu'à l'huissier saisissant échoit une obligation, celle d'informer ses confrères. Cette saisie a-t-elle permis un plan de paiement? Cette saisie peut-elle être concrétisée dans une vente ou pas? Troisième piste, la signification d'une saisie immobilière rendue commune avec fixation d'un jour de vente devrait être spécialement et modestement tarifée et elle ne devrait être admise qu'à deux conditions. Première condition, la précédente saisie ne date pas de plus d'un an. On sait que le patrimoine mobilier fluctue rapidement dans une société de consommation. Et deuxième condition, l'huissier saisissant a fait savoir que sa saisie immobilière a débouché sur un plan de remboursement qui est plus ou moins respecté. Quatrième piste, peut-être la plus essentielle, pour autant qu'une vente n'ait pas déjà été fixée, tout débiteur confronté à plusieurs créanciers saisissants devrait pouvoir saisir de manière simplifiée le juge des saisies, afin que celui-ci impose un moratoire de 2 mois et désigne un des huissiers saisissants.
L'huissier désigné aurait alors pour tâche de négocier un plan de remboursement global avec l'ensemble des créanciers poursuivants. Tout accord constaté par l'huissier serait évidemment contraignant pour les créanciers impliqués et le débiteur saisi ne pourrait user qu'une seule fois de cette faculté. Dans ce système, l'interaction entre huissier et saisissant serait évidemment essentielle. Mais c'est précisément à ce niveau, me semble-t-il, que le rôle social de l'huissier de justice pourrait déployer ses effets, en garantissant un échange d'informations patrimoniales et en favorisant autant que possible la mise en place d'un plan de remboursement multipartite et durable. Cinquième thème, outiller l'outil pour qu'il soit capable de détecter rapidement les situations d'insolvabilité afin d'éviter les procédures de recouvrement stériles. Ce sujet a déjà été savamment traité lors du colloque de 2016, mais certains développements récents, significatifs à mes yeux, méritaient qu'on y revienne aujourd'hui. Le droit à l'exécution, concilié avec les droits légitimes du débiteur, vie privée, dignité humaine, est intimement lié au principe de la prééminence du droit et à la notion de procès équitable. Il impose à charge des États une obligation positive. En effet, si les autorités publiques ne peuvent pas être tenues responsables de l'insolvabilité d'un débiteur, elles engagent par contre leur responsabilité si à cause d'un système législatif d'exécution défaillant, le débiteur ne s'exécute pas alors qu'il était possible de l'y contraindre. Dans cette optique, donner aux huissiers de réels pouvoirs d'investigation patrimoniale offre 3 avantages prépondérants. 1. Cela permet d'éviter dans une très large mesure des procédures d'exécution stériles. 2. Étant au fait de la situation financière et patrimoniale du débiteur, l'huissier peut davantage calibrer les mesures de recouvrement en choisissant la voie d'exécution qui sera la plus efficace, la moins onéreuse et la moins dommageable. 3. En dévoilant de manière objective et documentée la situation financière d'un débiteur, l'huissier pourra certainement plus facilement convaincre les créanciers de l'opportunité d'octroyer des délais de paiement dans une vision plus globale de l'endettement. Le colloque du 20 février 2016 avait montré 2 grandes défaillances de notre législation. Tout d'abord, l'inégalité entre les créanciers dans la recherche des informations patrimoniales, le créancier institutionnel étant toujours et constamment plus favorisé. Ensuite, le caractère disséminé des sources d'informations patrimoniales et leur accessibilité tantôt incomplète, tantôt inadaptée. Cela impose une multiplication des démarches et des coûts administratifs. Depuis lors, 3 évolutions récentes me semblent devoir être épinglées. La première, c'est l'accès électronique aux données du cadastre. Ceci dit, on se rend compte rapidement que cette autorisation est étrangère à l'enquête de solvabilité, puisque cet accès n'est donné que dans une seule finalité, celle de la rédaction d'exploits nécessaires à la procédure de saisie immobilière. La seconde évolution est plus réjouissante. Elle procède d'une délibération du 7 novembre 2007, prise cette fois par le comité sectoriel de la sécurité sociale. Celui-ci, reconnaissant que la collecte d'informations auprès des institutions de sécurité sociale était avantageuse tant pour le créancier que pour le débiteur, a en effet élargi considérablement l'autorisation de base donnée en 1996. Cet élargissement est triple. Un accès électronique, les données communicables émaneront de toutes les institutions reliées à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, et enfin, la liste des titres exécutoires a été sensiblement élargie, puisque maintenant, notamment, les décisions rendues sur requête unilatérale sont visées. On conserve toutefois un énorme regret. En effet, dans un premier temps, le comité sectoriel admet que la collecte de renseignements est de nature à éviter des saisies coûteuses qui finalement ne rapportent rien aux créanciers parce que les sommes ne sont pas saisissables. Mais ensuite, de manière assez paradoxale, il décide que les institutions de sécurité sociale ne pourront en aucun cas communiquer le montant des revenus du débiteur. Comprenne qui pourra. Enfin, une troisième évolution doit être épinglée. À ce stade, il s'agit uniquement d'un projet de loi. Mais une de ses finalités vise à mettre en œuvre le règlement européen relatif à la procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. À ce titre, il est prévu que la Chambre nationale des huissiers de justice soit désignée en qualité d'autorité belge, habilitée à demander des informations sur les comptes bancaires d'un débiteur en interrogeant le point central de la Banque nationale de Belgique.
Mais profitant des enseignements de ce règlement européen, le projet va plus loin, puisqu'il prévoit d'introduire dans notre droit interne la possibilité pour un créancier de demander au juge des saisies l'autorisation d'obtenir de la Chambre nationale des informations sur les comptes bancaires d'un débiteur. Toutefois, en net retrait avec ce que prévoit le règlement européen, cette faculté n'est possible que si le créancier est déjà nanti d'un titre exécutoire. Et nonobstant un tel titre, le détour par une saisie arrêt conservatoire et une autorisation préalable du juge des saisies est imposé. Cela rend évidemment la procédure lourde et coûteuse pour un résultat, somme toute aléatoire initialement. Malgré ces progrès, la situation n'est pas satisfaisante. Les autorisations d'accès aux informations patrimoniales manquent de cohérence et de vision d'ensemble, et parfois elles confinent même au paradoxe. Face à ce constat, on doit plaider pour une reconnaissance légale d'un pouvoir d'investigation patrimoniale dans le chef des huissiers de justice, pouvoir qui ne doit pas être affranchi à une autorisation préalable dès le moment où le créancier bénéficie d'un titre exécutoire. La mise en œuvre de ce pouvoir d'enquête, par ailleurs, est assez facile à réaliser, sans qu'il faille en outre solliciter excessivement les administrations publiques. En effet, il existe d'ores et déjà en Belgique 5 sources d'informations névralgiques concentrées dans des bases de données accessibles par voie informatique. L'application MyMinFin, qui permet de consulter le dossier fiscal et patrimonial d'une personne physique ou morale. Rien de mieux pour déshabiller une personne. L'application macarrière.be, qui permet de consulter tous les événements d'une carrière professionnelle, en ce compris le montant des revenus du travail et de remplacement. L'application mapension.be, qui permet de consulter les droits de pension légale et complémentaires acquis. Le point central de la Banque nationale de Belgique pour collecter les données relatives aux comptes bancaires. Et enfin, le répertoire matricule des véhicules déjà accessible. Pour les 3 premières applications, d'ores et déjà, chaque citoyen avec sa simple carte d'identité peut y accéder. C'est dire que permettre aux huissiers d'y accéder aussi n'est certainement pas très compliqué. Pour clore notre 5e et avant-dernier thème, j'aborderai la délicate question de l'enquête patrimoniale en amont du procès. Elle est à mes yeux parfaitement admissible pour autant qu'elle soit confiée aux seuls huissiers et que son usage soit strictement contrôlé et sévèrement sanctionné. Sur le fond, il faut évidemment exiger du créancier qu'il démontre détenir une créance sérieuse et vraisemblable, ce qui, à mes yeux, pourrait aisément se faire par référence à l'article 1445 du Code judiciaire. Comme vous le savez, cette disposition autorise un créancier qui possède un titre privé à faire pratiquer une saisie arrêt conservatoire. La notion de titre privé est aujourd'hui bien circonscrite. Et il me semble qu'il serait incohérent de ne pas admettre qu'un créancier qui peut, sans l'autorisation préalable du juge, faire pratiquer une saisie arrêt conservatoire par un huissier, ne puisse demander à ce même huissier de mener une enquête de solvabilité proportionnée pour juger de l'opportunité d'intenter une action judiciaire. Je me demande si je n'ai pas pris un léger retard. Non, là j'avance. J'en viens au 6e thème, l'instauration d'une procédure simplifiée et partiellement déjudiciarisée de recouvrement des créances à charge des consommateurs. Alors je ne vais pas évidemment refaire l'exposé brillant de Maître Berthe. Je souhaiterais néanmoins faire 2 observations. Première observation, en marge d'une éventuelle procédure simplifiée de recouvrement B2C, ne pourrait-on pas s'inspirer du modèle français de recouvrement simplifié des petites créances? Une réponse affirmative m'apparaît s'imposer lorsqu'on sait que le taux de réaction positive en cas de recouvrement amiable oscille selon la nature des créances entre 30 et 70%, voire davantage. Cette procédure française, qui peut être entièrement dématérialisée, repose sur la participation active du débiteur. Ce dernier, reconnaissant sa dette et souhaitant éviter les frais d'une procédure judiciaire, est incité sinon à régler sa dette, du moins à négocier des délais de paiement. Si un accord se dégage, l'huissier instrumentant délivre alors sans autre formalité un titre exécutoire dont pourra se servir le créancier si l'accord venait à ne pas être respecté. En ce cas, l'exécution doit alors être confiée à un autre huissier, un huissier différent de celui qui a délivré le titre exécutoire. Deuxième observation, qui est aussi en rapport avec l'exposé de Maître Balat. Elle concerne la protection des consommateurs et le plafonnement des pénalités
et des intérêts de retard. Une part importante de l'hypertrophie du contentieux judiciaire portant sur le recouvrement de créances trouve sa source dans l'appréciation discriminante, car variant d'un juge à l'autre, du caractère proportionné ou non des montants réclamés au titre d'intérêt de retard et de clause pénale. Certains rejettent donc systématiquement l'idée d'une procédure simplifiée, craignant que la protection du consommateur soit amoindrie sans l'intervention active et autoritaire du juge. Je me demande quand même si ce n'est pas un faux débat. J'ai deux raisons de le penser, même si c'est avec une certaine utopie. Première raison. Elle procède d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui, encore par un arrêt récent du 7 décembre 2007, a décidé que les clauses pénales qui ne font que reproduire des dispositions légales ou réglementaires ne doivent pas être soumises au contrôle juridictionnel. En pareil cas, il est alors légitime de présumer que le législateur national a veillé à l'équilibre des droits et des obligations de chaque partie. Notre Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2016, n'a pas décidé autrement. La seconde raison découle de ce qu'en diverses matières, le législateur belge a d'ores et déjà imposé des plafonds à respecter lorsqu'il s'agit de réclamer des frais de rappel, des clauses pénales et des intérêts moratoires. L'exemple le plus connu, et Maître Balat en a parlé, c'est évidemment celui de la loi de 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Mais la tendance va au-delà et on voit que le législateur, même lorsqu'il s'agit d'un consommateur, a en certaines matières imposé des plafonds. Déjà, au niveau du crédit à la consommation, il a prévu évidemment des limites au calcul des intérêts et il a plafonné les pénalités. En matière de fourniture de gaz et d'électricité, deux ordonnances de la région de Bruxelles-Capitale prévoient que les frais de recouvrement amiable ne peuvent excéder 7,50 € pour un rappel et 15 € pour une mise en demeure, étant entendu que le total de ces frais ne peut dépasser la somme de 55 €. Et plus récemment, la loi du 31 juillet 2017 en matière de communication électronique a prévu que le taux des intérêts de retard ne peut dépasser le taux légal et que le premier rappel écrit doit être gratuit, tandis que les rappels ultérieurs ne peuvent excéder 10 €. Nous avons ainsi parcouru les 6 thèmes sur la réflexion du rôle social modeste de l'huissier de justice. Je dois encore aborder le second thème. J'ai l'impression qu'il ne me reste plus énormément de temps. Je vais donc essayer d'être le plus bref possible. Le second thème a donc trait au tarif, notre sacro-saint tarif. Deux brèves réflexions. Première réflexion, pour être légitime, notre tarif me semble devoir être prévisible et transparent. Il me semble que cet impératif pourrait aisément être rencontré, partiellement du moins, si le coût de nos exploits était par tranche de valeur, globalisé et forfaitisé, plutôt que d'être à composantes variables. D'autre part, pour les exécutions avortées, pour un motif étranger à une cause juridique ou à une fraude du débiteur, ne faudrait-il avoir le courage de se demander s'il ne serait pas lucide d'adopter ou bien un système de réduction ou bien un système de plafonnement. Ce ne serait pas nouveau. Un système de réduction, notre tarif le prévoit déjà en faveur du fisc. Un système de plafonnement, si l'on va voir du côté des médiateurs de dette, il est prévu lorsque leurs honoraires doivent être pris en charge par la collectivité. Deuxième réflexion. Nous vivons, me semble-t-il, une période sournoise qui met en péril une des caractéristiques fondamentales de notre profession, l'indépendance. J'entrevois 4 causes principales à ce péril. 1. La diminution des affaires judiciaires, due essentiellement à un surenchérissement du coût de la justice, a fragilisé la pérennité de nos études. 2. Les créanciers ne sont plus disposés à exposer des frais improductifs, ce qui a pour conséquence que la charge du risque de l'insolvabilité tend à se déplacer au détriment de l'huissier. 3. L'activité prépondérante du recouvrement de créances, perçue de plus en plus comme un service global allant d'une phase amiable à une phase judiciaire, est soumise à une rude concurrence qui implique d'autres acteurs. 4. Phénomène relativement neuf, les marchés publics portant sur le recouvrement de créances ou la désignation d'un huissier de justice attisent une mise en concurrence exacerbée.
Ce climat concurrentiel et de tension économique est évidemment nuisible à l'intégrité des pratiques. J'évoquerai 3 exemples. Pour la phase amiable ou la liberté des prix à libre cours, la tentation est grande de proposer des prix au rabais dans l'espoir de recueillir en aval des affaires judiciaires. Pour la phase judiciaire, dans l'espoir d'attirer ou retenir une clientèle, la tentation est grande de proposer la pratique du no cure no pay, et sinon, sur base de l'article 866 du Code judiciaire, de s'auto-censurer à bon ou mauvais escient en abandonnant des frais exposés sans efficience, mais qui pour autant n'étaient pas nécessairement injustifiés. Dans le cadre des marchés publics, on constate de curieux comportements, notamment lorsqu'on voit un huissier s'engager à signifier 500 actes dans un délai d'1 jour ou à peine, et proposer gratuitement des services les plus variés, sinon les plus étonnants. Cela discrédite évidemment le devoir d'indépendance et ruine celui d'impartialité. Par ailleurs, c'est traiter de manière discriminatoire les créanciers, et cela impacte nécessairement à court terme la qualité des services. Tout cela est bien beau, ou plutôt bien laid, allez-vous me dire, mais quelle solution? Je ne saurais évidemment pas la sortir miraculeusement de ma poche, et je me limiterai à 5 modestes réflexions. Il faudrait, me semble-t-il, renforcer nos règles tarifaires en prévoyant en cas de violation de lourdes sanctions financières et pénales, non pas seulement à charge des huissiers, mais aussi de la partie qui l'a requis. Deuxièmement, il faudrait réguler de manière spécifique les marchés publics ouverts aux huissiers afin de préserver leurs règles déontologiques et éthiques. Troisième réflexion. Il faudrait donner aux huissiers de justice un réel pouvoir d'investigation patrimoniale, tant en amont qu'en aval du procès, afin d'en revenir à une situation normale, c'est-à-dire celle où le créancier seul assume le poids du risque de l'insolvabilité, pour autant qu'il ait été documenté par l'huissier de justice. Il va de soi que l'enquête patrimoniale doit pouvoir être rémunérée pour un coût minimum, intangible et non négociable. Quatrième piste. Il faudrait réglementer l'exercice de la fonction en association et la taille des études. Il peut évidemment s'agir d'un choix politique, mais on ne peut s'empêcher d'observer que chez les notaires, l'exercice de la fonction en société a été régulé et que le nombre des associés est limité. Enfin, 5e réflexion sur des pistes de solutions, il faudrait impliquer davantage l'huissier dans un rôle social et créer des canaux de communication entre certaines autorités publiques et les huissiers lorsqu'il s'agit de dénoncer des situations illégitimes que ces derniers ont pu constater sur le terrain. S'investir davantage dans ce que requiert l'intérêt général, c'est en effet renforcer le caractère ministériel et public de la fonction et se détacher du seul intérêt du créancier. J'en termine ici. On le voit, le chemin vers une modernisation positive de la profession est pavé d'embûches, mais je ne doute pas que notre expert et confrère Luc Chabot fera preuve de toute la clairvoyance requise pour mener à bien ce grand défi. Je vous remercie pour votre patience et votre attention.